de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une conférence à Montpellier, conférence signée André Colomer. Son sujet, Dieu et la patrie, deux monstres ravagent l'humanité. On n'en saura guère plus sur cette conférence à laquelle assista Léo Mallet, mais elle dut être importante pour le développement politique du futur auteur de la série des Nestor Burma. Léo Mallet, qui était en 1976 l'invité d'Hubert Join pour une série d'entretiens. En voici les deux premiers volets, les origines familiales, les lectures, les premiers textes écrits, le premier émoi sexuel. Un bouchon de carafe lui est alors offert en complément, une grande maison vide de 25 pièces, le cadeau par André Breton d'une collection de la revue surréaliste, l'abondance des cadavres que Burma doit trouver au cours de ses aventures, Montpellier, les anarchistes communistes et les anarchistes individualistes, le vampire artificiel. On ne respecte pas totalement la chronologie, et c'est tant mieux. Première diffusion de ces deux premiers volets, les 2 et 3 février 1976 sur France Culture. Avant de commencer avec vous, Léo Mallet, cette série d'entretiens, je voudrais signaler aux auditeurs qui, au fil de nos propos, voudraient en savoir plus, qu'on peut se procurer aisément en librairie aujourd'hui au moins 3 de vos titres, enfin. Léo Mallet, poème surréaliste, c'est quand même très important puisque ça regroupe une production de vous qu'on a tendance à oublier, qu'on avait tendance à oublier, qui ressurgit maintenant. Ce sont les poèmes que vous avez écrits entre 1930 et 1945 et qui viennent d'être édités, on peut dire, chez Alfred Ebel en Suisse. D'autre part, je signale que les Nouveaux Mystères de Paris, qui est l'épopée, la grande épopée, la véritable épopée de Nestor Burma, du moins à mes yeux, se trouve actuellement en livre de poche. D'autre part, également en Suisse, c'est Kesselring, vient de paraître un cahier du silence, un numéro des cahiers du silence, entièrement consacré à Léo Mallet, qui, mon Dieu, c'est un livre et c'est aussi un film. Ce sont des illustrations qui se basculent au milieu de textes, les textes servant à la fois d'illustration et de commentaires. Je sais que vous n'aimez pas vous présenter, vous avez ceci de particulier, c'est que vous êtes un auteur connu et inconnu. Je veux dire que dès qu'on dit Léo Mallet, l'amateur de romans policiers dit « mais oui », le cinéphile même, se souvenant de 120 rue de la Gare, dit « mais bien sûr », le surréaliste, celui qui s'est occupé de l'histoire du surréalisme, dit « mais comment donc ?» Cependant, vous êtes un personnage un peu marginal, je dirais. Ce n'est pas vrai, on ne vous voit pas dans les cocktails, on ne vous voit pas tellement dans les endroits où on a l'habitude de rencontrer les grands de la littérature. Je partage, ceci dit, l'avis de François Karadec, notre ami, qui dit de vous que vous êtes un des grands écrivains d'aujourd'hui. Je le dis franchement, je partage cette opinion. Je ne peux pas vous décrire parce que vous êtes un peu comme Nestor Burma, qui n'a pas tellement une silhouette précise qui varie en même temps que vous variez. On pourrait dire simplement qu'il y a la pipe. D'ailleurs, les gens qui vous ont dessiné, qui vous ont portraituré, qui vous ont caricaturé, c'est toujours la pipe à tête de taureau. C'est ma marque de fabrique. C'est votre marque de fabrique et vous êtes né à Montpellier. Le 7 mars 1909, ce qui ne rajeunit personne. Et à ce moment-là, vous êtes assez vite orphelin. Ah, j'ai été orphelin à 4 ans, de père et de mère. Et votre frère, je crois. J'avais un frère aussi qui est mort entre les deux. D'abord le père, ensuite le frère, et ensuite la mère. C'est-à-dire que, comme je l'ai raconté plus ou moins autobiographiquement dans un bouquin, Le soleil n'est pas pour nous, les tentures mortuaires
ont presque été dressés en permanence. À partir de votre baptême. Oui. Et votre famille, c'était quoi? Ah, ma famille, alors c'est ça qui est très curieux, c'est que vous avez voulu me reconnaître un certain talent d'écrivain, et rien alors ne me prédestinait à ça. Dans la famille, je dois dire, c'était des braves gens, mais ma grand-mère maternelle, par exemple, ne savait ni lire ni écrire et à peine lire l'heure. Mon père, il était calicot, vous savez, un petit employé. Ma mère, c'était génie l'ouvrière, elle était couturière. Il y avait beaucoup de couturières à l'époque, les femmes étaient souvent couturières. Et mon grand-père, lui, était tonnelier, mon grand-père maternel. Parce que lorsque je suis devenu orphelin, j'ai été recueilli par mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Qui est resté pour vous une grande image, je crois. Ah oui, parce que mon grand-père c'était un socialiste. Il était membre du Parti socialiste. Et c'était un grand liseur. Il aimait lire, mais il lisait aussi des romans populaires, enfin, je sais pas, Michel Morphy ou La Porteuse de Pain, des choses de ce genre. Et il m'a donné ce goût de la lecture. Moi, paraît-il, j'ai su lire assez rapidement, quoique je ne sois pas allé à l'école très rapidement. L'école maternelle, pour moi, je crois que ça a duré juste un an, vous savez. À cette époque-là, les femmes s'occupaient des enfants. Ma grand-mère n'avait que ça à faire, pour ainsi dire, en plus de son travail de ménagère, bien sûr. Et je suis allé à l'école assez tard et j'ai appris à lire assez rapidement. Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire, en somme, parce que je lisais beaucoup. Mais vous avez dit quelque part, si mes souvenirs sont bons, que vous avez commencé à lire et à écrire à partir de 6 ans. Je crois que c'est ça, oui. À peu près ça. Vous savez, tout ça... c'est loin, n'est-ce pas? Mais enfin, les souvenirs sont un petit peu confus. Et puis, je dois dire une chose. Ne m'attendant pas à être un écrivain célèbre, sur lequel on publierait des bouquins ou vous établirait des thèses, à cet âge-là, je n'ai pas pensé tenir un journal. Je crois que certains le font. Moi, je ne l'ai pas fait. Je le regrette parce que je pourrais vous dire à quelle date exacte j'ai appris à lire et à écrire. Mais vous lisiez aussi, comme votre grand-père. C'est ça, je lisais Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, Zola, Mademoiselle 100 millions. Il n'y a que Fantomas que je n'avais pas lu. Enfin, et la jeunesse illustrée, les journaux pour enfants, un petit peu plus tard, les journaux pour enfants, qui représentaient sur les journaux de maintenant, ça je tiens à le dire, parce que les bandes dessinées, j'ai beaucoup de copains qui s'occupent de bandes dessinées, ils sont très gentils, monsieur Francis Lacassin est un homme charmant. Mais la bande dessinée n'apprend pas à écrire aux enfants. Elle leur apprend à faire broum, broum, zoom, cram, mais absolument pas à former des phrases. Alors que dans la jeunesse illustrée, j'ai eu l'occasion récemment d'ailleurs de relire des histoires parues dans la jeunesse illustrée ou les belles images. C'est extraordinaire de constater le français pur qui a été utilisé, c'était vraiment remarquable, parce que je m'attendais à trouver quelque chose d'un petit peu boiteux. Pas du tout. C'est dans un français très correct. Ah, évidemment, ça n'est pas du grand style, c'est de l'ordre du baccalauréat, mais enfin, c'est très bien. Et en commençant à lire des choses comme ça, eh bien, on apprend peut-être et sa langue et à écrire quand on a envie d'écrire, parce que je vous l'ai dit, moi, dans ma famille, il n'y avait pas d'écrivain, il n'y avait pas d'artiste. Je suis, je sais pas, un phénomène peut-être. Et c'est là, il me semble à ce moment-là, qu'il y a chez vous quand même deux goûts qui se sont développés, ou peut-être qui sont nés à ce moment-là. C'était assez vite, mais ça nous y reviendrons plus en détail, c'était assez vite le goût du poème, peut-être de la chanson, et le goût du fait divers. Tout d'abord parce que j'ai commencé à écrire des petits romans, fortement inspirés de mes lectures. Je devais avoir 8 ans, que j'illustrais moi-même d'ailleurs. Mais alors ça, c'était des romans de Cap et d'épée, ou des romans de ce que nous n'appelions pas encore des westerns, n'est-ce pas? Mais ça, c'était inspiré de certaines lectures. Et là, ça ne s'attachait pas aux faits divers. C'est un petit peu plus tard. C'est quand je suis devenu adolescent que je me suis attaché aux faits divers. Parce que vous êtes un redoutable collectionneur de faits divers. Oui. Je crois. Vous dites quelque part, vous devez en avoir 200 kilos dans votre cave, enfin, de faits divers découpés dans la presse. De temps en temps, j'en jette. Mais enfin, j'ai une grosse collection de canards, de choses de ce genre. Je dois être né sous le signe du fait divers, je ne sais pas. Parce qu'enfin, comment ai-je connu ensuite les anarchistes? Mais c'est grâce à un fait divers.
Ça a été l'affaire Philippe Donnet. Ensuite, je me suis toujours intéressé à ce que Conan Doyle, en parlant de Sherlock Holmes, appelle la littérature sensationnelle. C'est-à-dire, justement, les faits divers, le suicide, le meurtre de celui-ci, le meurtre de celui-là, des faits divers des fois insolites, assez bizarres. Je me suis aperçu, quand j'ai eu entre les mains le numéro 1 de la Révolution surréaliste, par exemple, alors là, on arrive au surréalisme, mais nous en reparlerons plus tard, lorsque, ayant fait la connaissance de Breton, lui ayant demandé, sinon une documentation, en tout cas s'il n'avait pas des livres ou des revues à me donner, parce que je n'avais pas d'argent pour les acheter, et ces revues d'ailleurs avaient paru quelques années auparavant, lorsque le numéro 1 de la Révolution surréaliste a paru en 1924, je ne m'intéressais pas au surréalisme, mais en 1931, Breton m'a fait cadeau d'une collection, et j'ai été surpris de voir que dans le premier numéro de la Révolution surréaliste, il y a toute une kyrielle de faits divers relatant des suicides, bien sûr, mais enfin des faits divers. Et j'ai toujours collectionné les faits divers. Je ne sais pas pourquoi. Et alors ça a dû m'amener d'ailleurs à ce qu'on appelle le roman policier, que je préfère appeler roman d'aventure policière ou roman criminel, parce que roman policier, c'est entaché un petit peu de... Oui, enfin d'un système d'enquête, d'un système social différent, nous y viendrons aussi. Mais restons encore une seconde à Montpellier, parce qu'il se passe un événement là qui va trouver place plus tard dans vos poèmes, c'est-à-dire très exactement dans Vie et survie du vampire. Et c'est l'éveil de la sensualité, disons, plus même que de la sexualité, parce que je crois que vous aviez 6 ans, c'était encore J'avais très 6 innocent. Ans, oui. Mais j'aimerais que vous nous racontiez cette anecdote qui me paraît quand même pleine d'enseignements et qui éclaire vos poèmes, malgré tout. Oui, eh bien, j'avais 6 ans, je demeurais dans la banlieue de Montpellier. Il y avait des gens que l'on connaissait, et notamment une jeune fille. Non, c'était une gamine, mais enfin, je ne sais pas, moi, elle avait peut-être 10 ans, 10 ou 11 ans. Et un jour, elle m'a entraîné dans un champ. Elle m'a fait allonger dans une espèce de fosse, n'est-ce pas? Un fossé, mais c'était plutôt une fosse, je ne sais pas. Du point de vue littéraire, il vaudrait mieux que ce soit une fosse. Je crois finalement que c'était un fossé. En tout cas, c'était un accident de terrain qui permettait de ne pas être vu des yeux indiscrets. Elle m'a fait allonger dans ce fossé. Elle m'a retiré ma culotte. Elle a mis mon sexe à nu. Elle-même s'est troussée et elle a mis son sexe sur le mien. Et je ne sais pas s'il y a eu intromission, mais je me souviens avoir ressenti une agréable et douce chaleur. Et ça s'est terminé comme ça, on est ressorti de ce trou. Et pour que je ne dise rien à mes parents, elle m'a donné un bouchon de carafe, le même peut-être qui figure dans L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc. Et vraiment, ce signe-là vous suit. C'était gentil, c'était joli, cet épisode est touchant. On peut d'ailleurs essayer de le retrouver là, puisqu'il se trouve dans les poèmes surréalistes, n'est-ce pas? Et vous dites à peu près ceci: je te raconterai souvent ce rêve que ta rencontre m'a fait retrouver, puis je m'approcherai du miroir qu'un grand suaire noir nous cache et j'écarterai le rideau, alors je te parlerai d'Anna. Et Anna, c'est cette... Ah oui, elle s'appelait d'ailleurs, il n'y a pas de transposition de nom, elle s'appelait comme ça. Et vous terminez d'ailleurs ce court passage: Anna la perverse vêtue de noir, écolière bien sage, me donna un bouchon de carafe pour rester muet sur ses ébats. On trouve chez vous, dans vos textes surréalistes, et notamment, j'ai été très frappé de ça, une abondance de cadavres, à peu près comme Nestor Burma, détective de choc, trouve évidemment toujours un cadavre à son petit déjeuner ou à son repas. Enfin, on a même dit que s'il ouvre sa blague à tabac, il trouvera un cadavre dedans. C'est pas gai, votre littérature. Non, non, je m'en aperçois maintenant. Oui. Et il y en a une qui rielle, n'est-ce pas? Je rigole tout le temps, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. Parce que
L'existence elle-même, elle est tellement imbécile que je ne peux pas m'empêcher de rire. Mais en effet, il est certain que j'ai l'air d'être obsédé, obsédé sexuel et obsédé, comment pourrait-on dire? Il y a d'ailleurs dans le cahier du silence que vous avez consacré un grand texte inédit de vous que je trouve que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le vampire artificiel. Ah oui, ça c'est un petit conte qui se veut fantastique. Il est quand j'avais dû écrire ça en 42-43 pour une petite collection populaire, mais on n'en a pas voulu parce que, paraît-il, il était trop talentueux. Oui, j'imagine. Excusez-moi, excusez ma modestie. Non, mais vous avez raison. Vous savez, mais ça arrive très souvent. Je peux vous raconter qu'un jour, je voulais aussi gagner ma vie en écrivant des romans pour les bonnes soirées. Ça n'a jamais marché pour les mêmes raisons. Oui, parce qu'en plus, c'est très difficile. Vous ne quittez pas Montpellier tout de suite, vous faites donc des études brèves, des études communales, j'imagine. Oui, j'ai le certificat d'études, après quoi j'ai fait 1 an d'école primaire supérieure. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, ces écoles primaires supérieures, ça a changé. Oh oui, ça porte des initiales. Oui, vous savez, maintenant les facteurs ne sont plus des facteurs, ce sont des préposés. Les gardiens, les concierges deviennent des gardiens. Nos chers concierges ne sont plus ce qui est très grave, parce qu'il semble bien que les gens ne sont jamais allés en prison, parce que gardien, c'est vraiment... Ça a un caractère tout de suite très désagréable, et concierge, c'est plutôt amusant. Alors je vous dis, les écoles primaires supérieures doivent s'appeler je ne sais quoi. En tout cas, à ce moment-là, ça s'appelait l'école primaire supérieure. Et le climat dans cette école était très différent de celui qu'il y avait à l'école communale, où j'avais un professeur, le directeur de l'école qui s'appelait Monsieur Reverdy. Comme le poète. Voilà. Plus tard, j'ai su qu'il y avait un poète de ce nom. Bon, aucun rapport bien sûr, mais enfin, ce sont peut-être de ces petites choses qui, dans une existence, font comme des sortes de jalons, vous voyez. Et ce Monsieur Reverdy s'intéressait beaucoup à moi. Il s'intéressait beaucoup parce que le jeudi, moi j'écrivais mes fameux petits romans dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'écrivais des petits romans comme ça, puis je les lui faisais voir le vendredi, oui, quand on reprenait l'école. Et il m'encourageait. Il ne faisait pas de correction, vous savez, comme certains pions qui diraient « Ah oui, mais là, phrase mal construite, fais ceci, cela. » Non, mais il me disait « C'est bien, continue comme ça. » Alors, quelques années plus tard, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le revoir, et j'étais à la bibliothèque de Montpellier, où je recherchais tous les bouquins qu'on avait pu écrire sur François Villon. Oui. Et ça, c'était quelques années plus tard, n'est-ce pas? Et je voulais écrire un livre sur François Villon. Alors, j'essayais de me documenter. D'abord, j'avais lu les poèmes, tout ça, tous les machins de Villon. Et il me dit, que fais-tu là? Que fais-tu? Alors, j'ai dit, je voudrais écrire une étude sur François Villon. Alors, il me dit, François Villon, oui, c'est un personnage intéressant, mais c'était quand même un curieux personnage. Ça me peine un peu de te voir t'intéresser à ce personnage, qui est évidemment un hors-la-loi, car il faut dire que Monsieur Reverdy n'avait pas eu beaucoup de veine avec les meilleurs élèves de son école. Un venait récemment de passer aux assises pour faux usage de faux et attaque à main armée, et 2 ans après, un autre brillant élève de l'école Auguste Comte à Montpellier s'est fait descendre par la police en descendant d'un car qui le menait de je ne sais où, de Sète ou de Béziers, car il était considéré dans le département de l'Hérault comme l'ennemi public numéro 1. Et ça avait été un brillant élève de l'école Auguste Comte. Alors il voyait Mallet partir sur les traces de François Villon. C'est mauvais signe. Oui. Il était... Alors, l'étude sur François Villon n'a jamais paru, elle n'a même jamais été écrite. Gilbert Sigaud... Il fait allusion dans une préface à un de mes bouquins, et le regrette, mais vraiment, alors là, je crois que même maintenant, je serais incapable d'écrire quelque chose sur Villon. Mais simplement, Villon, vous tenez quand même suffisamment à cœur, n'est-ce pas, à ce moment-là. Il a peut-être servi un peu d'incitateur, de détonateur pour le périple. Oui, tout est dans tout et réciproquement, comme dit l'autre, vous voyez, parce que de Monsieur Reverdy, on va Reverdy poète, je m'intéresse à François Villon. Vous voyez, tout ça m'a l'air de former un tout, et un tout, maintenant que j'y réfléchis, qui n'a absolument rien à voir avec ma famille. Oui, c'est cela. Vous parliez de marginal, j'ai été même un marginal dans ma famille. Et votre grand-père était toujours vivant à ce moment-là? Ah, mon grand-père, oui, mon grand-père a dû mourir vers 34, 35. Je regrette une chose, c'est qu'il n'ait jamais vu un de mes livres, oui. Mais votre amour pour Villon, il était au courant de ça? Ah oui. Et lui aussi lisait Villon? Non. Les vieux hommes de gauche de 1900,
Pour eux, il devait y avoir que Victor Hugo et Lamartine. Oui. Et oui, parce qu'il était socialiste en plus. Oui, donc oui. il était socialiste dans ces années-là. Jaurésien, ça veut dire très humaniste, très humanitaire. Oui, oui. D'ailleurs, je me souviens être allé avec lui à la Bourse du Travail où il y avait des séances récréatives ou même des réunions pour venir en aide à la Russie qui était affamée à ce moment-là. Et à la Bourse du Travail, il y avait les deux portraits, celui de Lénine et celui de Léon Trotsky. Et c'est vers ce moment alors que vous décidez de quitter Montpellier. Comment ça se fait? Non, c'est-à-dire que, alors là, les dates sont difficiles à préciser, mais il y a eu l'affaire Philippe Daudet en 1923. En 1923, Philippe Daudet a été trouvé mort dans ce fameux taxi, et c'est devenu, au bout de quelques mois, une affaire nationale, évidemment, le fils de Léon Daudet, les anarchistes, la politique s'en mêlant, en admettant qu'elle n'ait jamais été absente de cette affaire. On en a parlé dans tous les journaux. Et moi, évidemment, ce fait divers-là, particulièrement extraordinaire, m'a passionné. Et on parlait Le Libertaire, on parlait du journal Le Libertaire. Alors j'ai acheté Le Libertaire. Et en lisant les articles du Libertaire, je me suis aperçu que, comme dit l'autre, j'étais le Jourdain de l'anarchisme. J'étais anarchiste sans le savoir. Il développait là-dedans des idées qui étaient naturellement les vôtres. Qui étaient naturellement les miennes, c'est-à-dire celles qu'on a quand on a 15 ou 16 ans, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai viré légèrement ma cutie, peut-être depuis, vous comprenez, mais enfin... Oui, nous en parlerons. J'ai 67 ans, j'en avais 14. Oui, mais je crois que vous avez viré votre cutie, c'est vrai, vous me l'avez d'ailleurs confirmé plusieurs fois, mais je crois que c'est lié quand même à des événements desquels nous parlerons à la fin de cette semaine, parce que la modification de Paris, de Nestor Burma, doit quand même compter beaucoup. Alors je vous propose, Léo Mallet, de nous quitter pour ce soir, et nous nous retrouverons demain avec un Léo Mallet en partance pour Paris et pour les 110 métiers qu'il va, je ne dis pas exercer, mais qu'il va tenter au moins d'exercer. Ce premier volet des entretiens Léo Mallet-Hubert Join a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 2 février 1976. Le lendemain soir, les auditeurs pouvaient suivre le deuxième volet que voici. Léo Mallet, hier soir, nous étions sur le point de quitter Montpellier en votre compagnie. Mais j'ai quelques remords à franchir si vite ce pas, parce qu'il y a à Montpellier, je crois, pour vous, quelque chose d'intéressant, d'important, une clé encore une de ces clés fameuses comme Anna, la petite fille. Et c'est une maison assez immense avec un jardin. Oui, nous demeurions à la limite de Montpellier,
dans une maison, un petit pavillon. Ma grand-mère était garde-propriété, disons le mot, elle était concierge. Elle était concierge et c'était un pensionnat de jeunes filles, ce qui est... Très agréable pour vous. Non, pas très agréable, car quand je voyais ces jeunes filles sortir, j'étais très timide. Alors si j'étais devant la porte, je me précipitais à l'intérieur de la maison. J'ai d'ailleurs toujours été très timide avec les femmes. Comme Nestor Burma. Oui. Plein de pudeur. Plein de pudeur. Ce qui ne m'empêche pas d'être un libertin assoiffé de fantaisie. Je le dis ça pour les dames du MLF qui n'aiment pas ce genre de truc. Donc, ma grand-mère était concierge de ce pensionnat et il y a eu un alignement de rues. On a démoli cette maison, ce qui a d'ailleurs traumatisé complètement ma grand-mère qui n'a pas tardé à mourir peu de temps après, enfin peu de temps. Son panorama c'est ça. Et je dois dire que moi j'ai été également victime de ce genre de truc car je demeurais à Châtillon dans un bel appartement poussiéreux mais vaste. On l'a démoli pour construire une route. Et on m'a relogé dans un HLM où les gens qui demeurent là sont tout à fait charmants, mais j'ai quand même un certain nombre de mètres carrés de moins. Et ça m'a aussi ça traumatisé. Mais enfin, alors expulsé de ce pavillon que l'on va démolir, ma grand-mère et mon grand-père trouvent une place de concierge dans le centre de la ville, rue Fabre à Montpellier. Alors, concierge traditionnel, vous savez, le trou de rat, etc. Au rez-de-chaussée de cette maison, il y avait un appartement de 25 pièces qui était à louer, et à 25 pièces, ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup de gens venaient le visiter, et je crois que ça n'a jamais été loué. Mais j'allais jouer, moi, dans la journée. Vous savez ce que c'est dans le midi, quand il fait le soleil tape, l'après-midi et tout ça. Cet appartement vide, déjà, avec ces sonorités quand on marchait, quand on frappait du pied sur le parquet, ça me plaisait. Et là, vous voyez, j'étais tout seul, n'est-ce pas? Je jouais tout seul. Et alors, cette maison donnait sur un jardin intérieur que je vois un peu grand, mais qui finalement ne devait pas être très grand, et qui était entouré d'autres maisons. Et d'une de ces maisons, sourdait un piano. Quelqu'un jouait du piano. Et vous savez, comme le piano, à mon avis, c'est un instrument complet et tellement nostalgique. Le cinéma muet, piano. Toujours. Et je crois que l'on jouait, j'ai eu cette révélation récemment, lorsque j'ai eu l'occasion d'entendre, je ne sais où, la lettre à Élise de Beethoven. Je crois que l'on jouait cette lettre à Élise. Et alors, en même temps, cette lettre à Élise et ce jardin désert, ce petit jardin désert, me rappelle, je ne sais pourquoi, le jardin de Peter Ibbetson, lorsque Peter Ibbetson et la petite fille qu'il a connue dans le temps, dont je ne me souviens plus le nom, lorsqu'il se trouve à Auteuil, de part et d'autre d'une grille, avant de se connaître, avant de se reconnaître. D'ailleurs, Peter Ibbetson vous a beaucoup marqué. Peter Ibbetson m'a beaucoup marqué. Aussi bien le film, d'abord le film, que je suis allé voir sur la recommandation d'André Breton, et le livre que j'ai lu aussi sur la recommandation d'André Breton, mais plus tard. Qui est traduit par Raymond Queneau, d'ailleurs. Oui, je crois l'avoir lu dans une mauvaise traduction. C'est possible. Mais je suppose que l'histoire de Peter Ibbetson, mal traduite, c'est quand même l'histoire de Peter Ibbetson. En tout cas, ça correspondait à quelque chose qu'il y avait chez moi. Quoi, je ne sais rien. Était-ce la veine poétique? Je ne sais pas. Parce que, je reviens encore là-dessus, je n'ai pas fait d'études pour avoir du talent. Je sais bien que ça n'est pas en faisant des études qu'on a du talent. Mais rien chez moi ne me destinait à être poète. Absolument rien. L'environnement n'était pas à la culture. Parce que ce n'est pas de la culture, mais enfin, déjà, cet appartement de 25 pièces, ce jardin, cette lettre à Élise, c'est de la poésie. C'est de l'insolite, Exactement. et c'est déjà presque onirique, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, le rêve de Peter Ibbetson trouve parfaitement sa justification. Et effectivement, Peter Ibbetson, on le trouve
passer, on le voit passer plusieurs fois dans les poèmes de l'époque Oui, surréaliste que vous avez écrit, puisqu'il y a notamment, vous reprenez dans un poème le mot chic, qui est Oui, effectivement oui. l'exclamation Oui, oui. que poussera à la fin du livre Peter Ibbetson, Oui. n'est-ce pas? D'ailleurs, ce Peter Ibbetson, évidemment, je n'ai fait ce rapprochement que plus tard, mais enfin, c'est quand même curieux que je me sois attaché ensuite à Peter Ibbetson. Pourquoi? Peut-être que j'ai bien aimé Peter Ibbetson, aussi bien le film que le livre, parce que ça me rappelait à moi ce jardin où, tout seul, dans un vaste appartement de 25 pièces, vous savez, c'est inimaginable, une maison vide de 25 pièces. C'est inouï comme décor, c'est absolument fantasmagorique. Ça a dû me rappeler ça, c'est peut-être pour ça, ce jardin, cette musique, ce piano. Ce sont les grands souvenirs de Montpellier. Oui, ça c'est les grands souvenirs. Ce sont des souvenirs que j'interprète maintenant Bien peut-être. sûr. Mais enfin, qui quand Mais même étaient là, n'est-ce pas? ils ont existé. Bien sûr. Ils ont existé. Et je vous dis, l'intérêt que j'ai porté à Peter Ibbetson vient peut-être de ce que moi, tout petit, enfin à 10, 12 ans, le jardin de Peter Ibbetson, je l'avais sous les yeux. Avec son accompagnement musical. Comme un film muet. Faisons un bond dans le temps et renouons avec ce que vous disiez hier soir. L'affaire Philippe Daudet, la lecture du Libertaire. Oui. Donc, je lisais Le Libertaire et dans la petite correspondance ou dans les... Vous savez, il y avait une rubrique où l'on se réunit, où l'on se voit. Groupe d'études sociales de Montpellier, telle rue... Café La Prolétarienne, ça s'appelait La Prolétarienne, c'était une espèce de petite... c'était un bistrot en coopérative, quelque chose dans ce goût-là, fait par des ouvriers. Et alors je suis allé voir ces gens-là. Je leur ai dit que je partageais leurs idées. Et alors que c'est comme ça que j'ai adhéré ensemble au groupe libertaire de Montpellier. Ce groupe de Montpellier a organisé une série de conférences avec André Colomer. C'est ça. André Colomer, je reviendrai sur Colomer tout à l'heure, André Colomer vient à Montpellier, fait une conférence qui se termine très mal, car il y a eu une bagarre épouvantable. D'abord, la salle qu'on avait retenue nous a été refusée. C'était la salle des concerts, une salle comme les sociétés savantes ici, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Elle a été refusée à cause du sujet de la conférence. C'était une salle gérée par la municipalité. Oui, c'est ça, ça appartenait à la municipalité. Alors elle l'avait d'abord accordé, mais lorsqu'elle a vu le sujet de la conférence, elle a dit non, et nous sommes allés dans ce qu'on appelait le pavillon populaire, qui était aussi une salle de réunion, mais alors où l'on pouvait se battre, si l'on peut dire, sans trop faire de dégâts, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui a eu lieu. Oui. Le titre de la conférence, il faut le citer, c'était « Dieu et la patrie, deux monstres ravagent l'humanité ». Conférence d'André Colomer. Alors, nous avons eu la visite des gens d'Action française qui traitaient Colomer d'assassin de Philippe Daudet, ce qui était complètement imbécile de la part de ces gens-là, puisque lui, il avait pris le parti de Léon Daudet. Et alors, il s'est ensuivi une grande bagarre. Et j'ai fait la connaissance de Colomer. Je lui ai soumis mes poèmes, et puis j'ai correspondu. Après, il est retourné à Paris, j'ai correspondu avec lui. Et puis un jour, lorsque j'ai eu décidé d'aller à Paris, c'est chez lui que je suis allé. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. Oui, maintenant, il faudrait parler un peu peu de l'affaire Philippe Daudet. Oui. C'est une affaire extrêmement mystérieuse. Philippe Daudet a rendu visite un jour au Libertaire, c'est-à-dire on l'a trouvé dans un taxi avec une balle dans la tête, et on l'a conduit à la Riboisière. C'était le 23 novembre ou le 29 novembre, le jour de la Sainte-Catherinette 1923, et inconnu. Il n'avait rien, aucun papier sur lui, on ne savait pas qui c'était. Madame Léon Daudet, qui savait que son fils était sujet à des crises de fugue, des choses de ce genre, voyant dans un journal l'annonce que quelqu'un
s'était suicidé, a eu l'idée d'envoyer un docteur de ses amis à la Riboisière, et on a reconnu que c'était le fils de Léon Daudet, Philippe Daudet. Et puis tout se serait arrêté là si les gens du Libertaire, s'apercevant que le jeune homme qui était venu les voir n'était autre que Philippe Daudet, avait lancé un numéro spécial du Libertaire, avec une grosse manchette, la mort tragique de Philippe Daudet, anarchiste, car il leur avait dit qu'il était anarchiste et qu'il voulait tuer Miran, Painlevé, des quantités d'hommes politiques. Il se serait porté candidat à la bombe. C'est ça. J'ai l'impression que quand les types du Libertaire se sont trouvés en présence d'un exalté pareil, il faut bien dire les choses, n'est-ce pas? Ils n'ont eu qu'une idée, se débarrasser d'un personnage aussi compromettant. Ils ne savaient pas qui c'était. Vous comprenez, quand vous êtes dans un milieu révolutionnaire, vous voyez un bonhomme qui s'amène, qui dit donnez-moi un revolver, donnez-moi une bombe. Je vais aller faire tout le monde. Oui. On dit celui-là, on va le mettre sur une voie de garage pour ne pas avoir d'ennui. Bon, alors je ne sais pas si on l'a envoyé au libraire Le Flaouter du boulevard Beaumarchais. Oui, parce qu'il y a l'histoire mystérieuse du libraire. On ne sait pas qui l'a envoyé chez le Flaouter. Toujours est-il qu'il est allé chez le Flaouter. Il est allé chez le Flaouter. Le Flaouter, quand il s'est trouvé en présence d'un jeune homme décidé à tuer je ne sais combien d'hommes politiques, dont Léon Daudet d'ailleurs, est allé trouver un policier du nom de Lannes qui demeurait non loin de chez lui et qui était de la Sûreté Générale. Alors aussitôt, il a dit, le jeune homme doit venir cet après-midi à 4 heures rechercher un bouquin qu'il m'a commandé. Faites une souricière et attrapez-le. Et on a attendu la souricière, le jeune homme est venu, il est reparti, le Flaouter lui ayant donné quelques francs pour repartir en province, car le jeune homme avait dit qu'il était de province, et la surveillance policière ne l'a pas vu. Et quelques heures après, on le trouvait agonisant dans le taxi. Alors, il y a eu plusieurs thèses. Il y a eu la thèse du suicide. Mais Léon Daudet, lorsqu'il a eu connaissance du numéro du Libertaire, est monté sur ses grands chevaux et n'a fait ni une ni deux. Philippe Daudet a été assassiné par les anarchistes. C'est ça. Ensuite, il a changé ses batteries. Il a conclu que Philippe Daudet avait été assassiné dans la librairie de Le Flaouter. Et il expliquait ça par accident, pour ainsi dire. Vous comprenez, voilà Le Flaouter, qui indéniablement était un indicateur de police. Il reçoit la visite d'un exalté. Il ne trouve rien de mieux que de lui dire « Reviens cet après-midi, je te donnerai le livre que tu veux ». Et tout de suite, il va prévenir les policiers qu'il connaît. Aussitôt, les policiers font une souricière. Le jeune homme vient. Les policiers entrent, descendent dans le sous-sol. Le jeune homme a un mouvement de résistance. Un policier tire. Oui, on ne sait pas s'il n'est pas armé. On sait qu'il est armé. Ah, il est armé. La police avait répercuté à tous les services. Un anarchiste doit faire un coup cet après-midi, passera à 4 heures à la librairie du boulevard Beaumarchais. Signalement grand, entre 18 et 20 ans, car Philippe Daudet paraissait beaucoup plus que son âge. Et alors, la petite mention soulignée est armé. Or, il paraît que dans tous les services de police, lorsqu'on signale que quelqu'un est armé, cela signifie « n'attendez pas qu'il tire, tirez le premier ». Alors, il semble, d'après Léon Daudet, l'affaire se serait passée de cette façon. Les policiers font irruption dans le sous-sol, veulent s'emparer du jeune homme. Le jeune homme a un mouvement de résistance. Un policier essaye de lui donner peut-être un coup de canon de revolver sur le coupard, et le jeune homme tombe grièvement blessé. À ce moment-là, on regarde qui c'est. Et on s'aperçoit que c'est le fils de Léon Daudet, car il a ses papiers sur lui. Vous vous rendez compte? Léon Daudet, député de Paris. Un policier, même accidentellement, même sans le vouloir, involontairement, vient de le tuer. Que va-t-il se passer? Ça va être un scandale énorme. Alors, que fait-on? On lui enlève ses papiers, on arrache le petit morceau de drap sur lequel Madame Léon Daudet avait écrit le nom de son fils. Ça se faisait couramment à l'époque, oui. Sur les vêtements, les par-dessus, on avait... Et on le met dans un taxi. Et on feint de le retrouver. À ce moment-là, les anarchistes du Libertaire, Colomer et Georges Vidal, épousent la thèse de Léon Daudet. Colomer rompt avec les gens de l'Union anarchiste, dont l'organe était le Libertaire, et fonde son journal L'Insurgé, qui paraît un jour avec une énorme manchette, avec Léon Daudet contre les flics assassins.
et au procès qui a eu lieu ensuite, qui serait trop long d'expliquer, Colomer a complètement aplati le Flaubert, le traitant de provocateur, apportant les preuves. D'ailleurs, on a trouvé à la police des notes de service prouvant que le Flaubert était un indicateur. Un indicateur. Alors, crime ou suicide? Bon, évidemment... Et la thèse de libertaire, enfin, l'union anarchiste, c'était le suicide. Le suicide, le suicide. La thèse des anarchistes individualistes comme Colomer, c'était assassinat. Il y a 50 ans de ça, on ne sait toujours rien. Il y avait 12 inspecteurs de police qui faisaient la souricière. Ils disent ne pas avoir vu un jeune homme entrer et sortir. Est-ce vraisemblable? C'est difficile à croire, disons. D'un autre côté, sur ces 12, comment se fait-il que personne n'ait parlé? D'un autre côté, le chauffeur de taxi. On vient de tuer un jeune homme. On a besoin dans les 10 minutes d'un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi qui soit indicateur de police. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quel chauffeur de taxi et lui dire, écoutez, il y a un gars là-dedans, vous le mettez là, vous arrivez près de la Riboisière, vous raconterez qu'il vient de se suicider. Alors on trouve un chauffeur de taxi, mais on le trouve tout de suite car ce chauffeur de taxi vient de la gare de la Bastille. Alors il faudrait que l'on ait trouvé tout de suite un indicateur de police qui vient de la gare de la Bastille. Ça plaide plutôt en faveur vraiment du suicide. Du suicide, oui. Mais alors, je ne vais pas énumérer tout, mais la chose la plus extraordinaire. Apprenant qu'un jeune homme veut faire un coup à Paris, c'était comme ça sur la petite note distribuée à la police. Anarchiste prépare un coup dans la journée à Paris. Personnalité visée, président du Conseil, président de la République et M. Léon Daudet. On établit une surveillance autour de ces 3 et même de ces 4 domiciles, car on établit aussi une surveillance auprès de Léon Daudet, auprès des bureaux de l'Action française, Ah oui, c'est ça. auprès du président du Conseil et auprès du président de la République. Il y a dans Paris un homme dangereux. C'est ce jeune homme qui veut tuer quelqu'un. Mais on va le neutraliser, car à 4 heures, il se présentera boulevard Beaumarchais, et là, on l'arrêtera. Mais à 4 heures, on n'arrête personne. À 5 heures, on n'arrête personne. À 6 heures, ce mystérieux inconnu qu'on a amené à la Riboisière meurt. À partir de ce moment-là, la surveillance policière est levée. Comment? Voilà un anarchiste dangereux que les flics n'ont pas pu voir sortir ni entrer de la librairie. Il est en liberté, il a son revolver à la main. Il veut faire un coup, il veut tuer Léon Daudet, il veut tuer le président du Conseil, il veut tuer le président de la République. Qu'importe, nous enlevons la surveillance. Pourquoi lève-t-on la surveillance? Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, cet anarchiste n'est plus dangereux, parce qu'il est sur la dalle de la Riboisière. Oui, Et ça plaide en faveur de la thèse de l'assassinat. De l'assassinat politique. Revenons, si vous voulez, à ce moment-là, donc, à la fondation de ce journal, non pas dissident, de cet autre journal, qui est l'Insurgé. Oui, c'est un journal dissident. Oui, c'est un journal dissident. C'est un journal dissident parce que Colomer était un anarchiste individualiste. C'est ça, c'est ça. Il faut toujours, je crois, très bien préciser la différence qu'il peut y avoir. Parce qu'il y a ce qu'on appelait des anarchistes communistes qui n'étaient pas des communistes bolcheviques. Non, bien Ils étaient simplement... collectivistes, disons. Collectivistes, disons collectivistes. Et puis il y avait des individualistes. Les types de la bande à Bono, Armand, Libertad, étaient des individualistes. D'ailleurs, vous dites quelque part, dans le Léo Mallet des Cahiers du Silence,
qu'il faut dire plutôt bandits individualistes en ce qui concerne les membres de la bande à Bono. Les membres de la bande à Bono, c'est ça. Ce sont des bandits individualistes. C'est comme ça que les avait appelés Colomer, plutôt que les bandits tragiques, parce que tous les bandits, par définition, sont tragiques, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, évidemment, la bande à Bono, ça fait partie un petit peu de la littérature maintenant. Parce qu'il y avait des idéalistes dans la bande à Bono. Malheureusement, il y avait certains membres qui n'étaient certainement pas idéalistes. Bien sûr. Vous dites ça dans une lettre à Jacques Brel. Ça n'est calomnier personne. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bon, alors, donc, cette affaire Philippe Daudet, que nous venons d'esquisser à grands traits, il faudrait des heures pour en parler. Je crois l'avoir dit quand même assez. Oui. Pour faire voir le côté mystérieux, car moi j'ai épousé la thèse de Colomer, parce que vraiment, c'était, je dirais, la plus pittoresque. C'était celle qui entrait le plus dans mes vues. Oui. C'était évidemment celle qui était aussi la plus révolutionnaire, en quelque sorte, puisqu'elle mettait en cause un système. À 67 ans, aujourd'hui, je ne serai pas aussi affirmatif, mais tout de même, je maintiens que lorsque ce jeune homme n'était plus dangereux, et que personne l'ignorait, on a levé... C'est-à-dire officiellement, on n'aurait pas pu faire ce rapport, ce rapprochement entre Larry Brasière et ce jeune anarchiste. Mais non, c'était impossible. C'était impossible, puisque les journaux n'en avaient même pas parlé encore à ce moment-là. On en a parlé que le lendemain. Et on a levé la surveillance au moment où cet homme n'était plus dangereux. Qu'il s'appelle Philippe Daudet, Durand, Dubois ou Tartampion, il n'était plus dangereux. Alors je trouve que ça... bizarre. Et c'est ainsi que tout naturellement, lorsque vous quittez Montpellier pour Paris, c'est chez Colomer que vous allez Point de chute, Colomer. Voilà, et ce point de chute, si vous voulez bien, nous allons l'évoquer un peu plus longtemps demain, puisque par Colomer, vous allez commencer une carrière fort brève d'ailleurs, de poète chansonnier montmartrois. Ces deux premiers volets de la série d'entretiens qu'Hubert Join avait consacrés à Léo Mallet ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 2 et 3 février 1976. À suivre et à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.